Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo donc dans laquelle je te raconte ma semaine à la pharmacie. Donc cette semaine, retour de l'activité évidemment, et puis également pas mal de retours de représentants et donc des rendez-vous avec des laboratoires. Différentes activités ont été réalisées au sein de la pharmacie, puis j'ai eu à gérer également un petit conflit entre deux de mes salariés. Je ne te reparle pas de la manière dont se passe une journée classique, hein, tu le sais bien, ça se passe par des réceptions de commandes, ça se passe par des passages de commandes, des vérifications des produits en rupture, des passages de commandes pour des produits en rupture. Ça, on le fait régulièrement tout au long de la journée. Classiquement, le lundi, comme d'habitude, je traite tout ce qui est rejet, sécu et mutuelle en essayant d'analyser la situation. J'en profite également pour passer des coups de fil auprès des patients pour lesquels les cartes de mutuelle ne sont plus à jour, de façon à avoir les nouveaux scans de mutuelle et mettre à jour les fichiers patients et donc recycler les différents dossiers qui ont pu être rejetés par les mutuelles parce que les droits n'étaient pas à jour. Je passe pas mal de coups de fil, j'appelle, je note ça sur la fiche du dossier et j'attends de pouvoir résoudre ces problèmes. D'une manière plus générale, donc, la semaine, moi j'ai eu rendez-vous donc avec différents laboratoires. J'ai été amené à rencontrer le laboratoire Servier. Avec un groupe de copains, on se groupe de façon à pouvoir passer des commandes sur un produit caractéristique du laboratoire Servier, à savoir le Daflon. Quel est le but de ce groupement? Il est simple en fait, c'est d'essayer d'optimiser notre remise, pouvoir profiter du meilleur palier de remise et pouvoir bénéficier de commandes donc avec des prix intéressants pour pouvoir leur vendre à un prix intéressant, ou en tout cas en dégager une marge suffisamment intéressante. Alors comment fonctionne le laboratoire Servier? Donc le laboratoire Servier à ce niveau-là, il fonctionne par volume annuel, c'est-à-dire qu'on s'engage à passer un certain volume sur l'ensemble d'une année. À ce volume annuel est assortie une remise qu'on est amené à toucher d'une manière régulière. Alors plusieurs possibilités, soit on programme les commandes, et on reçoit des volumétries au gré tout au long de l'année. Soit on peut le faire à notre demande, et donc dans ces cas-là, est appliqué le volume de remise attendu, du moins le volume de remise attendu, effectivement. Et si on le dépasse, tant mieux, quoi, voilà, c'est bien. Mais par contre, si jamais on ne le dépasse pas, dans ces cas-là, il y a une récupération de cette remise trop perçue. Donc voilà, passage d'une commande qui correspondrait à 5 ou 6 pharmacies de notre groupe pour optimiser la remise. J'ai eu également rendez-vous avec le laboratoire La Roche-Posay. La Roche-Posay, donc c'est un des gros partenaires de la pharmacie. On est amené à sortir à peu près 250 unités de produits La Roche-Posay par mois. Le rendez-vous, il était tourné donc sur plusieurs axes. Déjà, la première des choses, c'est de faire le point sur les produits qui sont en reliquat. En effet, comme pas mal de laboratoires, le laboratoire La Roche-Posay souffre d'un certain nombre de produits qui sont en rupture, et donc je passe des commandes. Les commandes ne sont pas reçues entièrement, alors il y a certains produits sur lesquels c'était des ruptures extrêmement temporaires, et du coup ils peuvent être amenés à revenir. Classiquement, moi je refais le point avec le commercial de façon à pouvoir savoir si les produits que j'attends, en tout cas qui j'attends d'un point de vue informatique, sont censés être traités par le laboratoire et vont arriver, ou s'ils sont clairement annulés. Comme je te l'ai dit, on utilise le système d'autopilotage, et donc l'autopilotage, pour le coup, si jamais il estime que des produits sont encore en attente de réception, il ne sera pas amené à les repasser. Donc ça permet d'optimiser finalement la fonctionnalité de l'autopilotage. Donc ça, c'est la première des choses qu'on fait. On fait le point également sur les différents BRI qui ont été passés, réalisés, les différentes offres qui ont été réalisées. J'en profite également pour faire le point évidemment sur les produits périmés. Alors le laboratoire La Roche-Posay applique une décote qui est relativement importante sur les produits périmés. Ce que je trouve léger, et pour la raison que je vais évoquer par la suite au niveau du rendez-vous La Roche-Posay.
J'en profite donc pour passer des petites commandes de réassort. Et là, il y avait des ouvertures de marché, à savoir des ouvertures de marché, notamment Toleriane. Et essentiellement Toleriane pour le coup. C'était des réassorts sur l'Ipicard. Il y avait également des marchés sur CeraV. Mais là, j'avais pas de besoin, j'avais suffisamment de stock. Et voilà, donc Toleriane. Alors, c'est un truc un petit peu que je trouve un petit peu fou, c'est que actuellement, donc l'officine, comme tout type de commerce d'ailleurs, en fait, souffre d'un ralentissement économique, avec fatalement un petit peu moins de ventes, en tout cas une complexité au niveau des achats. Les prix augmentent, hein, voilà, ce qui aussi a tendance à freiner la volonté d'achat de nos patients, ce qui est plutôt compréhensible. Et donc, nous, en tant que pharmacie, pour optimiser notre stock, en fait, on essaye d'échelonner le plus possible les commandes, de façon à pouvoir recevoir au fur et à mesure, en fait, les produits qui vont nous être nécessaires pour réapprovisionner nos rayons, ne pas se retrouver en rupture, mais ne pas non plus être en surstockage. Alors du coup, en fait, c'est assez fou parce qu'un laboratoire comme La Roche-Posay, avec lequel on est partenaire depuis quasiment 10 ans, qui connaissent notre capacité en termes de volume, nous oblige à passer des volumes absolument indécents, on va dire, pour obtenir les meilleures conditions. Alors, c'est ça qui est fou, et c'est pour ça que c'est intéressant de faire le parallèle avec le laboratoire Servier. Laboratoire à La Roche-Posay, par exemple, pour obtenir une bonne remise chez du moins chez La Roche-Posay, notamment dans la gamme Toleriane, il faut passer 144 unités de produits Toleriane, ce qui permet d'ouvrir le marché avec des conditions qui sont établies à 16% plus de 4 ou 6% par exemple. Et donc, en fonctionnant par palier, si on en passe 72, j'ai plus les chiffres en tête, hein, c'est plus 2, si on nous passe 144, c'est plus 4, si on en passe 288, c'est plus 6. Sauf qu'en fait, ils ne prennent pas en considération nos impératifs financiers et on se retrouve à devoir passer par exemple, 144 unités qu'on fonctionne, du moins qu'on consomme dans l'année pour justifier le plus 4. Et donc, du coup, ça fait qu'on va recevoir une énorme commande, une énorme immobilisation de stock et donc de trésorerie. En gros, en fait, on va avoir pour 1 an de stock de produits Toleriane, alors qu'on sait pertinemment qu'on va les faire, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat, on va dire. Mais on immobilise 1 an de trésorerie, qui vont être payés donc forcément au bout de 3 mois. Et donc ça veut dire qu'on va avoir 9 mois d'un stock en fait qu'on aura déjà payé mais qui va être présent dans nos étagères et qu'on devra vendre au fur et à mesure. Bref, le laboratoire a été payé, nous on a une immobilisation de trésorerie, je trouve pas ça très correct. Et je trouve que des grands groupes comme La Roche-Posay, qui sont des partenaires un petit peu historiques des pharmacies, devraient réadapter, je dirais, leur politique et proposer à des pharmacies avec lesquelles ils sont partenaires depuis 10 ans des conditions d'échelonnement, alors 1 ou 2 échelons sur des ouvertures de marché, de façon à pouvoir permettre aux pharmacies de se libérer un petit peu de trésorerie, de ne pas l'immobiliser dans un stock dormant. Voilà. Ceci est terminé pour la parenthèse de La Roche-Posay, mais je pense qu'il y aurait à retravailler sur le partenariat. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, mercredi, classiquement, réception de la grosse commande générique, donc pas mal de remplissage. On a commencé également à recevoir les produits solaires. Donc on a reçu les gammes Uriage, Bioderma, on a reçu également le Nux solaire. Il nous en reste encore 1 ou 2 gammes à recevoir pour compléter notre offre solaire. Les filles ont commencé et ont terminé jeudi à s'atteler à la mise en avant de ces produits solaires. Comme on commence à sortir progressivement de l'hiver, on commence à faire tourner un petit peu nos rayons et on déloque un petit peu de saisonnalité hivernale pour passer à la saisonnalité printanière estivale, donc avec la mise en avant des produits solaires.
Voilà, et puis bah, il s'est passé un conflit entre deux de mes salariés, une apprentie préparatrice et une préparatrice voilà, qui est présente depuis un certain temps dans ma pharmacie. Au cœur du débat, un problème de langage, a priori, en fait, entre les deux personnes. Alors, si ça avait été un épiphénomène, je pense que j'aurais laissé passer, dans le sens où parfois, les aléas humains font que parfois on peut être un petit peu fatigué et parfois surréagir à certaines choses. Mais comme ce n'était pas la première fois qu'il y avait des accroches, j'ai préféré agir. Alors, comment j'agis lorsqu'il y a des conflits comme ça entre deux salariés? Donc, bah, j'ai demandé à ces deux salariés de venir. On a été dans la salle de pause, on a pris du temps. Donc, ces deux salariés, moi-même, et j'ai demandé également à une de mes collaboratrices d'être présente pour arbitrer un petit peu et pour donner également son avis, de façon à ce que mon seul avis ne soit pas le seul à être proposé auprès de ces deux salariés. Donc, sur des durées fixées, on a fixé la médiation à 25-30 minutes. Je leur ai laissé chacune le temps d'exprimer ce qui s'était passé, éventuellement ce qui n'allait pas d'une manière un peu générale. À l'une, puis à l'autre, elles avaient pour ordre en fait de raconter ça pendant 5 minutes, sans que l'autre la coupe. À la suite de cette explication, je laisse ma collègue donner son avis par rapport à la situation. Ensuite, une fois que ma collègue a donné son point de vue sur la situation, je prends la température pour voir un petit peu ce que ces deux salariés en pensent, voir un petit peu comment on peut commencer à travailler là-dessus. Puis ensuite, je donne mon avis et mes directives, mes impératifs, mes valeurs. Je rappelle les valeurs de notre entreprise en essayant de préciser que, bah, évidemment, en fait, on se doit tous du respect, jeunes comme vieux. Alors, qu'est-ce qui est à l'origine du problème, on va dire? Bah, je pense que c'est aussi bête que ça, mais c'est un conflit générationnel, tout simplement. C'est que j'ai une de mes salariées qui a 56 ans, qui a 39 ans de boîte, qui a une grosse expérience. Puis à côté de ça, on a une jeune apprentie, plutôt génération milléniale, qui est dans l'apprentissage. Toutes les deux ont la volonté de bien faire, toutes les deux sont relativement franches. Sauf que les dogmes d'apprentissage de ma collègue plus âgée, en fait, ne sont pas les besoins d'apprentissage de cette jeune apprentie. On est sur des apprentis qui ont besoin de plus d'écoute, plus de discussion, plus d'empathie, plus de chaleur, je dirais, plus du côté humain. Ils ont parfois plus de mal avec la notion un petit peu hiérarchique. Donc en tant que manager, en tant qu'entrepreneur, en tant que titulaire, lorsqu'on veut travailler avec de jeunes générations, il faut apprendre également à réformer un petit peu sa manière de parler, sa manière d'entreprendre, sa manière de manager. Voilà, parfois faire sauter un petit peu des dogmes, essayer de se mettre au niveau finalement. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est que souvent, en fait, les jeunes générations, le rapport patron-salarié, c'est plus trop comme ça que ça fonctionne. C'est un rapport d'équipe, d'égal à égal. Il n'y a pas de N+1 ou de N-1, on va dire. C'est d'égal à égal, d'échange. On a chacun nos responsabilités, chacun nos besoins, chacun nos objectifs. Et puis, il y a les objectifs communs de la boîte. Et donc, il faut essayer de leur parler un petit peu d'une manière plus humaine et moins hiérarchique, on va dire. Et donc voilà, il faut essayer de faire comprendre ça également à l'ensemble de l'équipe, parce que finalement, les apprentis préparateurs, au-delà d'être sous notre responsabilité, elles sont en coordination avec le reste de l'équipe. Et le reste de l'équipe doit également s'adapter à ça. Alors, la jeune génération doit également s'adapter. Ça doit faire partie des deux sens, c'est-à-dire que si les générations plus anciennes s'adaptent à leurs besoins, il faut aussi que les jeunes générations comprennent nos propres besoins. J'entends par exemple que des apprentis préparatrices aient besoin de plus d'empathie, d'humanité dans leur rapport, on va dire.
Mais moi, par exemple, en tant que patron, j'attends également que, au-delà de cet aspect un petit peu plus humain, plus personnel, en fait, qu'il y ait malgré tout la conservation d'une certaine forme de hiérarchie, de respect. Voilà, c'est des exemples, mais il faut vraiment que ça fonctionne dans les deux camps, en fait. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de relativement communicant. Voilà. Le conflit, c'est à mon sens plutôt bien géré. En tout cas, les deux personnes ont décidé de reprendre le dialogue, d'essayer de travailler sur ça. Et j'ose espérer, j'espère en fait qu'on n'aura pas de nouveau ce type d'incident. Voilà. La semaine, c'est également, du moins, a également été marquée par l'arrivée d'une stagiaire de seconde dans un format Agora. Donc, elle s'appelle Lana, elle va être avec nous pendant 3 semaines. La filière Agora, c'est une filière qui est plutôt dans la logistique, dans le stratégique, dans éventuellement la partie un petit peu secrétariat. Donc on lui a confié pas mal de missions d'organisation, on va dire, d'un point de vue administratif, avec la création d'un certain nombre de tableurs de suivi. Ceci étant, Lana elle a participé également à la réception des différentes commandes. Elle a pu voir comment fonctionnait une pharmacie un petit peu. Elle a participé également avec les équipes à tout ce qui était facing. Et puis elle a participé également à la mise en route d'étiquettes de prix, parce qu'on n'a pas encore d'étiquettes électroniques. On fonctionne encore avec des étiquettes papier. Bouh les vieux, mais bon, bah voilà, ça permet aussi d'occuper un petit peu parfois quand c'est mort, donc ça permet d'occuper notre masse salariale lorsque c'est un petit peu plus creux. Et donc ça permet de diverger sur l'autre élément en fait, qui a accompagné cette semaine, en fait, c'est qu'on a profité également pour faire la mise à jour de nos prix de vente, notamment les prix de vente TTC. On est au mois de mars, là maintenant les catalogues labo ont été correctement incrémentés dans notre LGO. Et on se rend compte malheureusement en fait, que les prix continuent à grimper au niveau des prix d'achat. Alors très clairement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les prix d'achat augmentent, les conditions de remise baissent ou sont floutées. À titre d'exemple, certains labos avaient des remises en additionnel et là sont passés en cascade, ce qui dégrade considérablement la remise. Les paliers de remise sont plus difficilement atteignables, notamment les paniers les plus hauts. Du coup, en fait, on dégrade au niveau de la remise, ce que les laboratoires savent très bien, en fait, hein, parce qu'on fait le calcul entre l'immobilisation de stock, suite à la discussion que je viens d'avoir, et finalement la remise que ça peut nous générer. Parfois, est-ce que stocker 6 mois de plus de stock justifie le fait d'avoir à peine 1 ou 2 points de plus de remise? À voir, quoi. C'est pas forcément évident, surtout, bon, le stock coûte cher. Que parfois il peut être cette immobilisation de trésorerie peut être mieux allouée, notamment peut-être sur des stockages de produits de médicaments vignettés par exemple, ou sur d'autres items à développer dans une pharmacie. Donc voilà, donc on a refait les prix forcément en fait en s'alignant sur notre zone de chalandise, on va dire la base centre commercial. Mais bon, quoi qu'il en soit, en fait, on se rend compte que les tarifs sur les produits prennent 1 euro, 1,50 €. Ce qui, à mon sens, commence à devenir relativement compliqué, hein. Très clairement, les commerciaux, ils ont leurs objectifs de vente, en tout cas de nous faire acheter. Nous, notre objectif principal, en fait, c'est de grader en marge, parce qu'on est dans un système d'économie globale, hein, dans le sens où si jamais notre marge, en tout cas notre volume de marge reste le même, on ne va pas pouvoir suivre au niveau de l'inflation, et notamment pour payer nos salariés en termes d'augmentation de salaire. Donc nous, on vise l'optimisation de la marge, forcément. Et donc, du coup, on cherche des stratégies, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, on se rend compte que même juste pour conserver notre marge, donc c'est même pas faire une augmentation du volume de marge, c'est juste pour conserver le volume de marge, on se retrouve à augmenter certains produits d'1 euro, 1,50 €. Et je pense que très clairement, en fait, dans les mois qui vont venir, on va avoir un frein sur le nombre d'unités vendues dans les pharmacies, que ce soit du conseil ou que ce soit de l'apparat, hein, très clairement, parce que je pense que tout simplement, là où des personnes ont fait acheter 3 produits,
Au regard du panier moyen généré, je pense qu'ils n'en achèteront plus que 2 et tout ça, ça va avoir une incidence directe en fait sur nos prochaines conditions de passage de commande. Voilà. Le jeudi et le mercredi, les filles ont également continué, du moins ont entrepris de ranger notre zone tiroir, parce qu'on a conservé un grand meuble tiroir. Même si on dispose d'un robot, on a préféré ne pas s'en séparer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un rangement en tiroir, c'est extrêmement efficace en termes de stockage de produits, bien plus que des étagères, faut être honnête. Et puis, tout simplement, en fait, tous les produits ne rentrent pas dans un robot, donc on a besoin d'avoir des zones de rangement, et quitte à avoir des zones de rangement, autant les avoir d'une manière optimale. Voilà, donc rangement des tiroirs, réorganisation également, notamment parce que y a des évolutions au niveau des dispositifs réglementaires. Normalement, tu as dû entendre parler de la disparition des produits de contraste, ou en tout cas de la disparition d'une grande partie des produits de contraste au sein de la pharmacie. Nous, en fait, c'était très clairement des boîtes qui n'allaient pas dans le robot. Là, on se retrouve avec des stocks faibles, voire nuls, et donc des zones qui sont complètement inutilisées, inusitées. Et donc, du coup, les filles se sont lancées dans une réorganisation de ces tiroirs de façon à ce que ce soit plus performant, ce qui est particulièrement très bien. Mercredi, on était le vin. J'en ai également profité pour faire tout ce qui était location du vin. Alors, tu t'en rappelles, je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo, donc il y a quasiment un mois maintenant. À quoi ça consiste? Le vin, je fais un point sur tous les dispositifs qui m'ont été retournés. Je les pointe, je les valide. Je fais également un point sur tous les dispositifs qui me restent à être redonnés. Alors pourquoi ils restent à être redonnés? Tout simplement en fait parce que leur date, leur durée d'utilisation est passée, administrativement j'entends, par l'ordonnance. Donc dans ces cas-là, je passe des coups de fil ou j'envoie des SMS pour prévenir les personnes que l'ordonnance qui nous permettait de réaliser la facturation est arrivée à échéance. Alors dans le cadre d'un aérosol ou d'un tire-lait, j'invite les patients, si jamais ils en ont encore besoin, à revoir avec leur médecin généraliste pour avoir une nouvelle ordonnance pour continuer la location. Ou sinon à nous ramener le plus tôt possible le dispositif de façon à ce qu'on puisse 1. Le désinfecter, 2. Arrêter la location et 3. Éventuellement le renvoyer lorsqu'il nous est proposé par un prestataire. Voilà, en ce qui concerne les patients qui sont suivis par les médecins à côté de notre structure, je préviens également le médecin pour lui dire attention, telle personne qui a un lit médicalisé, son ordonnance est arrivée à échéance. Si jamais tu penses qu'il y a encore besoin en fait, de continuer la location de ce lit, est-ce que tu pourrais me refaire une ordonnance de façon à ce que je puisse continuer la suite administrative pour ce patient? Voilà. Donc ça, c'est le travail du vin. Un gros tri finalement, puis un gros travail de communication. Et donc du coup, ça génère souvent en fait entre le 20 et le 30 beaucoup de retours de dispositifs. Et puis le 30, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est la facturation finale avec les bonnes dates de fin de location, d'utilisation, etc. Voilà. Voilà, écoute, c'est un petit peu près tout. La dernière chose, ça s'est passé jeudi. Pour moi, ça a été un rendez-vous avec la commerciale de la SERP. Donc la SERP qui est notre grossiste répartiteur, numéro 1 en tout cas. Donc comment se passe un rendez-vous avec la SERP, en tout cas à notre niveau, sachant qu'il n'y a pas de gros problèmes avec la SERP, je dirais même qu'il n'y en a pas en fait en soi. On a des bonnes conditions de travail, les services sont honorés, voilà, donc on fait un petit point en fait sur l'activité, on fait un petit point sur les différents partenariats qu'on a signés par le biais de la SERP. On fait un petit peu le point sur l'évolution de nos flux en termes de commandes. J'hésite pas à faire des remontées lorsqu'il y a eu des incidents avec la SERP ou avec leur prestataire de matériel médical, à savoir Oxypharm. Voilà, c'est essentiellement un échange, alors un échange qui dure 1 heure, mais qui permet aussi de prendre un petit peu le pouls de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres structures, dans d'autres régions. Là, pour le coup, en fait, j'ai par exemple demandé à ma commerciale de me mettre en relation avec la personne qui s'occupe de tout ce qui est prêt booster. Nous, au sein de notre pharmacie, on a la volonté de participer en tout cas à l'installation de nos 2 adjoints, si c'est possible.
ou d'autres personnes, hein. Donc si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à te rapprocher de nous. Pour le coup, en fait, c'est vrai qu'on se rend compte assez régulièrement, malheureusement, en fait, que les prix de cession, pour le moment, en fait, ils ne baissent pas, que les taux d'intérêt restent malgré tout relativement hauts, et sur des budgets entre 2 et 3 millions, les taux d'intérêt à 4%, ça représente une grosse charge financière. Que cette grosse charge financière, finalement, en fait, il faut la compenser par un apport supplémentaire. En tout cas, tant que les vendeurs ne se décideront pas à baisser leur prix de vente, il va falloir apporter. Voilà, hein, des boîtes à 3 millions d'euros. Actuellement, en fait, si on veut compenser le défaut d'intérêt, si on veut créer un apport nécessaire et suffisant, il faut apporter à peu près 800 à 900 000 euros tout de même. Ça, c'est pas évident. C'est pas évident pour un jeune installé, c'est pas évident même pour un investisseur, hein, comme pour nous. Même si on a quasiment terminé, nous on est à 3 ou 4 mois de la fin du remboursement de notre prêt principal pour la pharmacie. Mais c'est pas évident, et donc du coup on essaie de s'entourer d'un maximum de partenaires pour pouvoir accompagner le plus efficacement possible nos assistants dans leur souhait d'installation. Et je pense que des systèmes de prêt booster peuvent être intéressants. Alors tous ne sont pas intéressants, loin de là, au regard de ce que j'ai pu lire. Ça sera notamment l'occasion d'une prochaine vidéo. Mais celui de la SERP peut être intéressant, notamment en termes de conditions de prêt, en termes de capital prêté, puis également en termes je dirais, de partenariat établi. Un partenariat pas trop figeant, pas trop clivant non plus. Voilà. Mais bon, j'ai demandé à être recontacté de façon à pouvoir organiser un rendez-vous avec cette personne qui s'occupe de ça et mes deux adjoints, de façon à ce qu'ils puissent prendre un maximum d'informations qui puissent leur être utiles pour leur future installation. Voilà. Cette semaine s'achève, donc en parallèle de tout ça, tu l'auras évidemment compris, pas mal de comptoirs, pas mal de délivrances. Je pense que c'est la fin, là, de toute façon on arrive vers la fin de la gestion des ruptures sur les produits de contraste, les produits de radiologie, d'IRM, de scanner, parce que tout simplement en fait on n'a plus de stock et qu'on ne peut plus en commander, donc du coup la solution va être relativement simple. Donc ça c'est plutôt pas mal. La semaine prochaine, pas mal de rendez-vous encore. J'ai notamment un gros rendez-vous avec le laboratoire Mylan Viatris. D'ailleurs, en fait, mercredi, j'ai été également amené à préparer ce rendez-vous Mylan Viatris, avec notamment la préparation de certaines commandes, et puis également la mise de côté de l'ensemble des produits périmés que j'ai avec le laboratoire, de façon à voir comment on va gérer la reprise de ces produits périmés. J'ai également, en dernier point, fait l'envoi du colis via la poste en direction du laboratoire Sanofi pour la reprise des vaccins anti-grippe de la dernière campagne vaccinale. Voilà, bref, une semaine bien chargée, mais très intéressante, mais en tout cas que j'espère t'avoir suffisamment bien partagée, que tu la trouves également intéressante, en tout cas pour ta formation et pour ton information. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à me poser des questions ou à me laisser des commentaires. Un petit like si tu aimes cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis ça permet à l'algo de YouTube de me mettre un petit peu plus en avant. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et je te dis à très bientôt.